Bonjour. Donc, je voudrais remercier Monsieur Lambert de m'avoir invité à présenter mes travaux, mais également des généralités sur la présence de l'aluminium dans l'alimentation. Et donc, je vais pouvoir répondre à la question de Madame précédemment, parce que je vais vous montrer la présence de l'aluminium dans notre alimentation quotidienne. Donc, moi, je suis maître de conférence dans une faculté de médecine. Je travaille sur les pathologies digestives et je travaille sur les facteurs de risque environnementaux qui vont conduire au développement de ces pathologies. Et parmi ces facteurs de risque environnementaux, je me suis intéressée à l'aluminium. Donc les pathologies sur lesquelles je travaille, il y en a 3 principalement. Ce sont la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique, qu'on appelle plus communément maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Donc qui ne sont pas des maladies rares, qui ont une prévalence quand même importante. La dernière pathologie sur laquelle je travaille depuis un peu moins longtemps, c'est ce qu'on appelle la colopathie fonctionnelle ou le syndrome de l'intestin irritable qui, elle, touche énormément de personnes en France, en Europe et dans le monde. Ce sont des pathologies extrêmement invalidantes. Elles ne sont pas mortelles, mais invalidantes pour les patients qui ont une qualité de vie moindre. La cause de ces pathologies n'est pas connue et c'est pour ça que mes travaux se dirigent vers l'environnement. Ce sont des pathologies qui vont toucher l'adulte jeune et qui vont durer toute la vie du patient. Et il existe beaucoup de formes pédiatriques, et quand je dis pédiatrique, on peut avoir des maladies de Crohn qui débutent à l'âge de 2 ans. Donc ce sont vraiment des pathologies qui peuvent durer toute une vie et qui impactent fortement le jeune enfant également. Donc, je vais vous présenter, donc ce ne sont pas mes travaux, ce sont des données qui ont été publiées, donc qui sont disponibles. Hein. C'est des travaux qui sont faits par l'ANSES, qui essayent de montrer en fait la présence de contaminants dans les denrées alimentaires. Et ce n'est pas que sur l'aluminium, il y a énormément de contaminants qui sont testés par l'ANSES, mais moi je vais me focaliser sur ça. Donc les données de consommation d'aluminium sont de 2 ordres. La première, ce sont des données de présence d'aluminium dans l'alimentation. Donc on a des taux d'aluminium par aliment. Et ensuite, en fonction de la façon qu'ont les Français de consommer, on a pu comme ça déterminer des quantités d'exposition à l'aluminium. Et ce ne sont pas des données régionales, hein, ce sont des données France entière, donc prenant en compte également les particularités régionales de consommation des Français. Donc cette première slide vous montre en fait les quantités moyennes d'aluminium que l'on va pouvoir retrouver par groupe d'aliments. Et ce que l'on sait, c'est que les poissons, les produits à base de poissons et les pâtisseries, les confiseries industrielles sont les aliments qui contiennent le plus d'aluminium. Et donc, juste un petit aparté, sur les poissons, vous avez tout ce qui est plutôt crustacés, qui contiennent le plus d'aluminium. Ces données-là ne valent rien, attention, ne valent rien sans les habitudes alimentaires des Français. Donc ce qu'il faut faire, c'est la deuxième partie des études, c'est mettre en relation ces quantités par aliment avec ce que consomme un individu. Donc cet aluminium dans l'alimentation, d'où provient-il? Donc il y a 3 sources majeures de présence de l'aluminium dans la nourriture. Donc Chris vous l'a dit, l'aluminium c'est un élément naturel, donc il va être entre guillemets naturellement présent dans notre alimentation. Parce que les aliments sont cultivés sur des sols qui vont être riches en aluminium, ils vont contenir de l'aluminium. À savoir que l'activité humaine a augmenté le transfert en fait, de l'aluminium du sol vers l'aliment. La deuxième source d'aluminium dans notre alimentation, c'est via les additifs alimentaires. Donc là, c'est ajouté intentionnellement par l'industrie agroalimentaire parce que l'aluminium a de nombreuses propriétés. En fait, il est utilisé comme agent conservateur, comme agent levant. Donc si on a des choses ça marche comme une poudre à lever si vous voulez. Des agents de blanchiment aussi de l'alimentation. Si votre pain de mie industriel est blanc, c'est parce qu'il y a de l'aluminium dedans. Parce une farine naturelle n'est pas blanche. Et si le pain n'est pas blanc, on va avoir moins envie de le consommer. Donc on ajoute des agents qui le blanchissent. Et c'est aussi un anti-agglomérant. Et ensuite, la dernière source de présence d'aluminium dans notre nourriture, c'est la façon dont on va le cuisiner. Donc nos poêles, si elles sont en aluminium, on sait qu'il y a un transfert en fait, de la poêle, des ustensiles, des feuilles d'aluminium, si on ajoute de l'acide,
vers l'alimentation. Voilà d'où vient l'aluminium de notre alimentation. Donc on a un certain nombre, enfin l'ANSES a fourni un certain nombre de données d'exposition de la population. Ces données vont être séparées donc, pour 3 catégories de population. Les très jeunes enfants de 0 à 3 ans, les enfants adolescents de 3 à 17 ans et les adultes. Et donc vous verrez au cours des diapos suivantes, j'ai séparé en ces trois catégories. Il faut savoir qu'il existe, les agences européennes et internationales donnent une dose tolérable de présence d'aluminium dans notre alimentation, qui est de 142,86 microgrammes par kilogramme de poids corporel et par jour. Et cette dose est schématisée sur mes graphiques par la ligne rouge. Et en fait, ce que l'on voit, c'est que de façon grossière, on ne dépasse jamais vraiment cette dose tolérable. La majorité de la population, quand elle consomme une alimentation normale, ne dépasse pas ces doses. Cependant, il existe des personnes qui vont dépasser ces doses. C'est les petits points, notamment chez les petits, c'est les petits points qui dépassent la dose. Et donc l'ANSES a émis en fait un avis, estime qu'il existe un risque toxicologique pour à peu près 0,2% des adultes, 1,6% des enfants de plus de 3 ans qui ont des dépassements de cette dose journalière tolérable. Il existe également des dépassements pour les enfants de moins de 3 ans, mais on ne peut pas vraiment la quantifier ou l'estimer. Si on regarde maintenant les aliments qui, dans notre quotidien, contribuent le plus à notre apport en aluminium, donc chez un adulte, ce sont les boissons chaudes, autres que le café, donc plutôt la chicorée, le thé. Les légumes parce que ils sont cultivés sur des sols riches en aluminium, et tout ce qui est produits manufacturés, donc pâtisserie, sucrerie, pain, etc. Ça, ce sont les aliments qui nous apportent le plus d'aluminium. Chez l'enfant, on va avoir moins de présence des boissons chaudes, mais comme les enfants mangent plus de pâtisserie ou de choses comme ça, ou de produits laitiers, c'est ça qui va faire le plus d'apport pour les enfants de 3 à 17 ans. Et enfin, pour les enfants de moins de 3 ans, en fait, l'ANSES a séparé en 4 catégories de population, parce que l'enfant a vraiment une alimentation qui se diversifie très rapidement. Et en fait, donc chez les tout petits, de 1 à 4 mois, il a été montré que de l'aluminium était présent dans les laits maternisés. Et forcément, comme c'est l'élément principal de ces enfants, c'est ce qui apporte le plus d'aluminium chez les petits. Et donc, au cours de l'évolution de l'enfant jusqu'à 3 ans, on voit que finalement, de 1 an à 3 ans, on se dirige vers une alimentation comme l'adolescent ou l'adulte. Et donc là, les produits courants, comme les légumes ou autres pâtisseries, prennent le pas sur le lait infantile. Si on en revient maintenant à mathématiques de recherche, donc est-ce que cet aluminium a un impact sur le développement de pathologies digestives ? Comme l'a dit Stéphano tout à l'heure, on ne peut pas faire d'études chez l'homme, donc on prend des animaux. Ce que nous avons fait au sein du laboratoire, c'est que nous avons soumis des souris. Nous avons donné dans l'eau de boisson des souris de l'aluminium, toujours à des quantités qui vont être compatibles avec ce qu'un homme peut ingérer. On n'est pas à des doses toxicologiques massives, on est vraiment à des doses que l'on peut retrouver dans l'alimentation. On a donné ça à nos souris pendant 1 mois et on a regardé, suite à une inflammation de l'intestin, s'il se passait quelque chose. Et en fait, les images qu'on voit en dessous montrent que quand la souris a consommé de l'aluminium, elles vont développer une pathologie intestinale qui va être plus sévère. Ça, c'est pour reproduire les modèles de maladie de Crohn ou de rectocolite hémorragique. Ces données-là sont publiées. D'accord, on a deux articles, un qui est sur la souris et l'autre un peu plus fondamental sur les cellules. Et je vous disais, on est passé à une autre pathologie qui est la colopathie fonctionnelle. La colopathie fonctionnelle se traduit chez les patients par des douleurs abdominales chroniques.
Donc là, c'est un modèle de rat, parce que c'est plus facilement manipulable pour évaluer la douleur. Donc on a donné à nos rats de l'aluminium. Cette fois, on a pris des doses encore plus faibles, en fait des doses plus faibles que la dose admissible quotidienne, et on est monté à des doses plus fortes. On a donné ça pendant des temps très courts, donc 2 jours, 8 jours, 15 jours, 1 mois. Et en fait, ce que l'on observe, c'est que lorsque le rat boit de l'aluminium, ça lui induit une douleur viscérale. La douleur viscérale apparaît 2 jours seulement après le début du traitement pour les rats qui ont reçu la dose la plus forte. Et même si on se place à une dose qui est en dessous de la dose tolérée, en fait, on développe également une douleur viscérale. Donc pour vous montrer que finalement, il y a de nombreux effets intestinaux de cet aluminium. Ces travaux, on a fini ces travaux il y a plus de 2 ans et on n'arrive toujours pas à les publier. On a déjà testé 10 journaux différents et à chaque fois, on a été rejeté sans reviewing. Alors, est-ce que c'est parce que les travaux ne les intéressent pas? Est-ce que c'est parce que l'aluminium fait peur? Je ne sais pas, mais toujours est-il que pour l'instant, ces travaux ne sont pas encore publiés. Donc, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que l'aluminium est un contaminant ubiquitaire de notre alimentation. Le risque toxicologique de consommation de cet aluminium ne peut pas être écarté pour certaines populations. Nous avons démontré une implication dans le développement de pathologies intestinales chez l'animal. Et les préconisations de l'ANSES au regard de l'aluminium alimentaire, c'est d'essayer de réduire l'exposition à cet aluminium alimentaire. Voilà, je vous remercie. Et donc je remercie aussi les personnes qui quand même soutiennent notre recherche. Dont l'association François Aupetit qui doit être présente dans la salle. J'aurais peut-être une question, je me permets, sur le seuil. Comment est fixé ce seuil? Par qui il est fixé? Sur quelle base? Parce que je crois me souvenir que Chris Huxley remettait en cause les modalités d'élaboration du seuil. Alors c'est fixé... On va dire que c'est fixé de façon toxicologique. En fait, ce sont des études toxicologiques animales qui utilisent des doses d'aluminium assez importantes sur des temps très longs. Ils déterminent en fait le seuil à partir duquel un animal va développer une pathologie. Et ensuite, de façon très artificielle, ils divisent ce seuil par 1000, par 10 000, pour arriver à cette dose humaine. Donc en fait, c'est assez artificiel finalement comme méthode de mise en place d'un seuil. Merci.